Alors, merci d'avoir venu à une autre présentation du groupe CRAPA. Alors, aujourd'hui, on en a deux présentateurs qui vont se faire. Et je vais laisser peut-être mon collègue ici, Tay Nguyen, qui me connaît plus que moi, les présenter pour vous. Merci Anthony. Merci à tous d'être venus. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Tay Nguyen Gadet, professeur ici au département. Pour l'occasion, aujourd'hui, je vous ai mis un beau nœud papillon africain, parce qu'on va vous parler d'Afrique. Donc, je vous ai mis des choses de qualité, comme d'habitude. Mais je ne parlerai pas aujourd'hui, je l'ai juste mis pour faire l'introduction. Je vous présente deux personnes de marque. Je commence par José Luis. José Luis, qui est donc le Guirao, pardon, qui est le directeur de l'ONG Bel Avenir, qui se situe à Tuléar. Et Tuléar, vous me demandez où c'est, c'est à Madagascar. Et qui va vous en parler en long, en large et en travers. Et après ça, je vous présente Laurie Descarpentries, que j'ai le grand privilège de diriger avec mon collègue Claude Bélanger sur son projet de doctorat et qui va, en fait, on va vous parler aujourd'hui de comment on monte un projet de partenariat avec une ONG. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de recherche avec ça? Donc vous allez voir à quoi ça ressemble. Puis on est vraiment au début. Donc éventuellement, dans 1 an ou dans 2 ans, vous serez plus avancé puis vous aurez le droit à la conférence, le chapitre 2 et le chapitre 3. Je m'arrête là, je vous laisse la parole. Merci. Bon, merci Tay Nguyen. Voilà. Alors, je m'appelle José Luis Guirao Piñeiro. Je viens d'Espagne, mais j'habite à Madagascar depuis 20 ans. Alors, je vais dire merci tout le monde d'être là aujourd'hui. Alors, c'est la première fois que je suis venu au Canada. Je suis arrivé il y a 2 jours. Alors, je n'arrive pas trop bien à comprendre les Québécois. C'est un peu toujours l'accent est toujours compliqué. Mais ça va venir. Je vais dire d'abord merci à Sandra qui est là. Alors Sandra, c'est la première personne que j'ai rencontrée et c'est pour ça que je suis là. C'est un peu à cause d'elle que je suis là. Elle est venue à Madagascar dans un projet, une mission, je ne sais pas comment, on s'est croisés et on a partagé 2 ou 3 visites ensemble. Il m'a dit, écoute, j'ai mon copain qui s'appelle Tay Nguyen qui est au Canada, qui est prof d'université, qui travaille dans les sports. J'ai dit, ah, ça m'intéresse. Alors justement, on a échangé avec Tay Nguyen par mail, on ne se connaissait pas, pendant 2 ans. Et puis après, Tay Nguyen et Laurie sont venus à Madagascar il y a 2 mois à peu près, passer un bon moment, 1 mois et demi sur le terrain pour connaître ce que c'était Bel Avenir et ces messieurs dont aujourd'hui on a mis la belle chemise africaine. José Luis Guirao, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi que ça a raconté, tout ça. Et après ça, je suis là aujourd'hui. Voilà comment les choses sont enchaînées. Et c'est très sympa. Je vais dire aussi à Claude merci pour être aussi les profs qui appuient Laurie dans sa thèse. Et aujourd'hui, je vais présenter en gros c'est quoi l'ONG Bel Avenir. Alors, j'ai un peu 3 casquettes qui sont les 3 liées. Je suis, comme a dit Tay Nguyen, le directeur de l'ONG Bel Avenir à Madagascar. Je suis aussi le président de la fondation Agua de Coco en Espagne et aussi le fondateur du réseau Eau de Coco international. Je vais expliquer tout à l'heure ça. C'est pour ça que ces 3 casquettes sont importantes de les connaître. Alors, Bel Avenir, c'est un programme d'éducation de base au sud de Madagascar. Ça fait déjà 15 ans qu'on travaille dans cette région. Et voilà, qui sommes-nous? Alors, Bel Avenir, c'est avant tout une ONG malgache. C'est une ONG malgache qui a 4 membres de conseil d'administration, mais surtout à 154 salariés malgaches. Pour les gens qui gèrent un peu des projets, que se fassent une petite idée, 154 malgaches qui travaillent dans l'ONG. Il a un budget annuel d'environ un peu plus important que celui-là, ça fait 200 qu'on a fait ça. C'est à peu près 700 000 €, budget de fonctionnement annuel. Et on travaille autour de 30 000 bénéficiaires. C'est une idée qui sont assez conséquents. Voilà. Alors, nos sites d'intervention sont plutôt la partie sud de Madagascar, c'est de Fianarantsoa à Tuléar. Et cette photo, c'est exprès pour qu'on sache comment s'appelle la capitale de Madagascar, s'appelle Antananarivo. Voilà, c'est important de connaître. Alors, ici, c'est l'Afrique. Hein. Ici, c'est l'Afrique, c'est le Mozambique et l'Afrique du Sud. On est dans l'océan Indien. Voilà. Voilà, je disais que j'étais le fondateur du réseau Eau de Coco, c'est un réseau, et je suis aussi le président de l'ONG de la fondation Agua de Coco. Alors, le réseau de Coco, il regroupe des organisations de solidarité internationale et des entreprises solidaires
bien du Nord comme du Sud. Et un millier de bénévoles et adhérents dans 8 pays du monde. Alors, on a fait un réseau. Alors, en Afrique, on dit souvent, tout seul, on va vite, mais ensemble, on arrive très loin. Et c'est pour ça qu'on a créé ce réseau qui a commencé tout petit. Alors aujourd'hui, on est bien représenté en Espagne, en Suisse, en Hongrie, en Suède, en France, à Madagascar, au Cambodge, en Andorre et bientôt, évidemment, je vais mettre un truc ici, Canada. Ça va venir pour l'année prochaine. Voilà, c'est important parce que ce réseau fait que cette politique de développement qu'on a nous à Madagascar est partagée par plein d'autres pays, dont dans chaque membre du réseau a sa politique, sa propre politique de développement, indépendant, autonome, mais on est tous dans la même vision d'un développement durable. Alors, je suis là au Canada, justement, parce que j'étais invité aussi à Ottawa, il y a 2 jours, j'étais à Ottawa, pour parler des tourisme responsable, tourisme durable, dont on fait aussi partie, on parlera tout à l'heure rapidement. Alors, qui sommes-nous? Voilà, à Madagascar, notre mission. Notre mission est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes défavorisées, particulièrement les femmes et les enfants, dans des domaines comme l'éducation publique et scolaire, le développement culturel et sportif, la santé et le développement durable et agricole. Voilà, alors notre slogan, c'est l'éducation comme moteur de développement. Alors vraiment, tout se passe par l'éducation. Alors, et pourquoi on a créé tout ça? On a créé parce qu'on est contre la pauvreté extrême et la inégalité. Alors, aujourd'hui, 800 millions de personnes vivent encore avec moins de $1 par jour. Ça veut dire, c'est quand même incroyable, c'est aberrant que 800 millions de personnes vivent encore avec moins de $1 par jour. Ça s'appelle la pauvreté extrême. Et encore pire, 85 personnes dans le monde concentrent autant de richesses que 3,5 milliards de personnes les plus pauvres. 85 ont les mêmes richesses que 3,5 milliards de personnes dans le monde. C'est la inégalité. Alors, les facteurs qui favorisent cette pauvreté, cette inégalité, il y en a beaucoup. Alors d'abord, comme je disais, c'est le manque d'éducation, l'ignorance. Manque d'éducation, beaucoup de travail infantile. On est confronté à Madagascar avec une exploitation infantile énorme, dont nous on travaille beaucoup là-dedans, dans ce domaine. Manque aussi de culture. Les contextes d'insécurité dus au conflit armé, au banditisme, à des violences familiales et à la corruption. Et quelque chose qui est important, c'est l'absence d'état civil, l'accès aux examens scolaires et à l'emploi. Il y a encore énormément de populations qui n'existent pas dans le monde, qui n'ont pas d'état civil. Donc, un enfant qui n'a pas d'état civil n'a pas accès à l'éducation. Évidemment, n'existe pas et c'est tout un problème dérivé de la manque d'état civil. Il y a d'autres, beaucoup d'autres. Alors, la destruction des ressources naturelles, évidemment, due au changement climatique, due aux catastrophes naturelles, à la déforestation, la maladie, l'handicap, dû à l'absence de médicaments, de soins, de prévention, à la drogue, aux conditions d'hygiène et à la malnutrition. Alors on met la malnutrition parce que Madagascar, aujourd'hui, c'est le 3e pays au monde avec plus de malnutrition chronique. D'abord, c'est le Zimbabwe, le Zambie et puis Madagascar. Ça, c'est un signe de la mauvaise gestion d'un État, d'un pays. Plus il y a des malnutritions chroniques, plus l'État est déficient. Alors, nous, on travaille dans 3 axes d'intervention principales. C'est le premier axe, c'est l'éducation et lutte contre le travail des enfants. Alors, on fait tout un tas de projets autour de l'éducation, mais l'éducation formelle, mais absolument, pour nous, c'est très important, et c'est là où on va joindre
nos amis de l'UQAM, c'est justement cette éducation parallèle informelle. On propose un développement par l'art, la musique et le sport. Pour nous, ces trois volets, art, musique et sport, c'est si important qu'une éducation formelle. Après, on a une inclusion sociale et lutte contre la malnutrition. Alors, on soutient la santé et les conditions de vie des mères et des familles démunies. On lutte contre la grossesse précoce et la prostitution des adolescents. Dans mes plaidoyers, toujours pour l'Afrique et pour Madagascar, je parle beaucoup de la grossesse précoce dont les victimes. Alors, 1 sur 3 adolescentes de moins de 16 ans à Madagascar est victime d'une grossesse précoce. C'est un symptôme de la pauvreté. Parce qu'on a besoin de manger, on a besoin d'avoir un repas tous les jours. Et ça fait que les filles, les adolescents de moins de 15 ans, beaucoup se prostituent. Il y a un phénomène qui est très très embarrassant, c'est le tourisme sexuel. Alors justement à Ottawa, j'ai parlé beaucoup de ce tourisme durable et on insiste qu'il faut lutter et qu'il faut faire un plaidoyer, beaucoup de sensibilisation sur les touristes qui vont en des pays du Sud pour éviter le tourisme sexuel. On appuie aussi le développement économique des familles démunies. Alors par exemple, j'ai un exemple. Le développement économique, tout commence par l'emploi et par la richesse des gens. Alors, à Madagascar, comme dans beaucoup d'autres pays, il faut favoriser l'emploi. C'est avec l'emploi qu'on va pouvoir donner la richesse à un pays. Alors nous, pour ça, comme il y a très peu d'emplois fixes et d'emplois formels, on doit favoriser des entreprises sociales, soutenables et qui protègent l'environnement. Alors on a un exemple ici. On a fait, ça c'est un ballon de foot. Hein. C'est une poule solidaire, c'est un ballon de foot malgache, africain. À Madagascar, on n'a pas de ballons de foot. En tout cas, on ne peut pas les acheter. Alors les gamins, les gens ils recyclent les sachets plastiques qu'on trouve dans la rue. On fait une petite corde et on joue au foot. Alors nous, on a créé une entreprise solidaire qui recycle et qui aide à l'environnement. Et que 7 ou 8 femmes, je ne me rappelle plus, aujourd'hui sont indépendants à la fabrication de ces ballons de foot que nous, on vend dans nos touristes sur place et aussi on exporte en Europe pour vendre aussi aux gamins, aux gens qui sont là-bas. Et c'est une entreprise solidaire et soutenable et éco-soutenable. Alors ça c'est pour l'UQAM, hein. Ça c'est pour les responsables de l'université et ça c'est à toi après pour Laurie pour continuer à travailler bien comme il faut. Voilà, et puis évidemment la protection de l'environnement. La protection de l'environnement c'est une transversale qui est présente dans tous les projets et dans la vie de chacun de nous. On a beaucoup de projets, surtout de respect de l'environnement, éducation, sensibilisation, et aussi un projet de conservation très important de la faune et de la flore du sud de Madagascar. Vous savez que Madagascar, c'est quand même un pays où la biodiversité, elle est incroyable. Mais cette biodiversité, elle est en train de se réduire à cause de la déforestation, à cause de la manque des projets de protection de l'environnement. Alors pour nous, cette transversale, elle est très importante. Voilà, on arrive un peu au sujet où je vais laisser la main à Laurie tout à l'heure. C'est justement effet des activités musicales et sportives sur le développement psychologique et social des jeunes défavorisés de Madagascar. Nous, on croit beaucoup à ça. L'art, le sport, la musique, c'est un développement qui est incroyable pour les jeunes. À Madagascar, il n'y a rien à faire. Alors je me promène à Canada partout, je suis émerveillé de voir, il y a plein de choses à faire ici. Que se promener d'une façon sécurisée, déjà c'est quelque chose à faire. On peut aller faire des sports, on peut aller au cinéma, on peut aller traîner dans les centres commerciaux, il ne faut pas les faire souvent, mais on peut y aller quand même. Il y a plein de choses à faire, à Madagascar, il n'y a rien à faire. Si on sort dans la rue, parce qu'on vit dans une maison qui est grande comme ça, qui est en paille, où il n'y a pas ni de l'eau, ni de l'électricité, ni de chaises, ni de lits, ni de rien du tout, même pas à manger, alors évidemment on va être tenté à sortir de la maison parce qu'il n'y a rien à faire. Mais dès que tu sors de chez toi, le danger est là. Il n'y a pas de lumière extérieure, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'argent, alors les gens sont exposés au pire des choses. Alors pour nous, ça c'est très important, il y en attire à énormément de jeunes
pour faire des sports, de l'art et de la musique. Mais voilà, l'acte d'éducation du programme vise à lutter contre le travail des enfants, à lutter contre l'abandon scolaire et à renforcer l'éducation formelle et informelle. Pour ça, on a une école de sport et une école d'art et de musique. Les gamins, ils disent beaucoup qu'ils aiment faire ces activités parce qu'ils se retrouvent, ils retrouvent une famille, ils retrouvent des amis, ils retrouvent une ambiance protégée. Et ça, pour moi, c'est très important. Alors, c'est des activités. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'être financé pour les projets sportifs par la Fondation Real Madrid. Moi, je suis du Barça, mais je suis financé par la Fondation Real Madrid. C'est comme ça la vie. On n'est pour rien. Alors, dans notre école de sport à Touléa, il y a, depuis 2012, 700 enfants défavorisés qui sont éduqués et qui font des exercices, et qui font dans un stade qu'on a visité, qu'on a récupéré des ministères de l'éducation qui était à l'état complètement délabré, et aujourd'hui c'est un terrain de sport, de foot, basket, omnisport, avec des installations qui sont propres, qui sont adéquates et qui sont protégées. Voilà. Alors, voilà. L'objectif est d'offrir aux jeunes des possibilités supplémentaires d'éducation et une alternative d'état libre et saine et misant sur le fair play qui les éloigne des conduites à risque. Alors, tout ça c'est très bien, mais nous, on a un petit souci, qu'on ne sait pas tout faire, évidemment, mais il y a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à rentrer dans l'intérêt supérieur de ces enfants, dans les côtés psychosocial, un suivi. À Madagascar, on a beaucoup de mal à pouvoir rentrer dans la tête des gens et pouvoir avoir des informations sur comment ça se passe, qu'est-ce que vous savez, pourquoi vous savez une situation comme ça, comment on peut vous aider à sortir de là. Cette approche psychosociale, pour nous, à Madagascar, elle est très difficile. Alors, on a une approche familiale et proche avec tous ces jeunes, mais on n'arrive pas à traverser la frontière des psychosociales, et c'est pour ça qu'on a fait appel aujourd'hui à ces chercheurs qui sont en train de voir la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans cette activité sportive et musicale. Alors, on a une activité dans cet aspect sportif, ça s'appelle la Lahadi Sport Festival. C'est que tous les 3 mois, chaque 3 mois, on fait une activité sportive, mais vraiment à l'extérieur, on sort un peu de nos frontières, de notre cadre normal. On implique beaucoup de gamins, et on implique aussi la population générale de la ville. Et à chaque fois qu'on fait cette activité, il y a un sujet qui est mis en avant. Ça peut être les sujets, les mois de décembre, les mois de septembre, pardon, ça sera pour éducation pour tous, pour encourager les foyers, les parents à mettre l'enfant à l'école. Beaucoup de fois, ça revient toujours les sujets de la lutte contre la prostitution et la grossesse précoce. C'est un fléau qui est très important à Bel-Avenir, en tout cas au sud de Madagascar. Il y a des activités qui sont réalisées par les enfants, mais qui sont aussi transmises au reste de la population dans cette Alahadi Sport Festival. Après, voilà, encore des petites photos de notre Alahadi Sport Festival. Alors, nous, on a beaucoup misé sur les rencontres interculturelles et internationales. Alors, on a la chance de pouvoir partir souvent à l'étranger pour que nos activités et nos jeunes puissent rencontrer d'autres jeunes dans d'autres pays du monde. Ça fait des échanges extraordinaires pour nos jeunes qui viennent de Madagascar, mais aussi pour les enfants, pour les jeunes qui nous accueillent. On a eu la chance de pouvoir partir et faire des rencontres internationales de basket et de foot dans les domaines sportifs en Europe, en France et en Espagne. Ça fait que les jeunes qui vont là-bas, après, c'est nos meilleurs ambassadeurs, parce qu'ils vont être eux, les personnes qui ont rencontré une réalité autre que la sienne, et c'est eux qui vont pouvoir transmettre ces réalités à l'origine, après, dans leur école, dans leur famille, dans leur quartier. C'est vraiment un échange énorme. Après, on a un centre d'art et de musique. Alors, dans ce centre d'art et de musique, on a aujourd'hui plus de 600 jeunes des quartiers défavorisés
qui participent à des activités artistiques et ludiques de qualité, favorisant les épanouissements et le développement de leurs capacités. Alors, dans ces activités d'art et de musique et de sport, on a une politique, c'est que ces activités ne doivent jamais remplacer l'éducation nationale. Nos jeunes, il faut que ça soit d'abord, ils soient scolarisés dans un établissement scolaire, et puis après, que ces activités, c'est un complément de l'éducation. C'est pour ça qu'on n'exclut personne, mais si tu ne vas pas à l'école, tu ne viens pas chez nous. Alors les enfants qui veulent venir chez nous, ils sont obligés d'aller à l'école. Et s'ils n'ont pas les moyens d'aller à l'école, parce que beaucoup n'ont pas les moyens d'aller à l'école, nous on a un système de bourses scolaires qui font qu'en attirant les enfants pour ces activités, on va un peu les forcer à rentrer dans les schémas scolaires et on va avoir les deux côtés qui sont déjà l'école formelle et puis les activités informelles et plus ludiques. Voilà, alors cette école d'art et de musique a vraiment évolué énormément. Ça a commencé en 2008 avec la création de la chorale Malagasy Gospel. C'est une chorale de gospel. On en a 200 choristes. Les mêmes années, les groupes féminins de percussion Bloco Malagasy, c'est une école de percussion féminine. 2 ans plus tard, en 2010, les groupes de capoeira Roda Malagasy a vu le jour, suivi de la fanfare Malagasy Marching Band en 2012, l'école de cirque Malagasy Cirque en 2013, et puis la compagnie des marionnettes géantes, les Géants de Tuléa en 2015. On est en train d'ouvrir des disciplines artistiques, musicales et sportives pour que tout le monde puisse se retrouver. Alors c'est à l'école de musique qui pète la forme. Tous les jours, il y a des enfants, des jeunes qui font énormément de disciplines. Et après, à part de ces grandes disciplines, on a les solfèges, la danse, le piano, la guitare, les saxophones, on a plein de disciplines autres un peu moins nombreuses. Il y a moins de monde, mais c'est vraiment une école qui est très recherchée par les gens démunis de Tuléa et aussi qui est très visitée et de plus en plus acceptée par des gens qui viennent de l'extérieur et qui viennent faire aussi des stages et qui viennent faire des volontariats et qui viennent s'impliquer dans toutes ces disciplines. Voilà. Alors, voilà. Autant l'art et la musique est utilisé comme un moyen efficace de faire passer des messages de sensibilisation et d'éducation en valeur auprès des bénéficiaires et de la population en général. Comme je disais, il y a des activités qui se font pour que ces gens puissent s'éduquer en valeur, en plein de choses, et aussi nos spectacles de rue font aussi qu'on fait une sensibilisation de masse à d'autres personnes. Alors cette photo, elle est prise lors des mondial de foot de Brésil en 2014, pardon. On a été invités, on était les invités, le groupe invité de Madagascar, et on a fait justement la Coupe du Monde au Brésil avec nos jeunes. Aussi, on a, comme tous les 3 mois, le sport fait partie de la Hadi Music Festival, avec un message, un slogan de scolarisation, la grossesse précoce, etc. On fait pareil pour nos artistes. Vous voyez, alors nous, Bel Avenir, on a la chance d'avoir les sièges artistiques dans un ancien cinéma. Ça, c'est un cinéma des années 40 à Madagascar. Ça, c'est notre centre de musique. Voilà nos artistes qui font un spectacle pour eux, mais surtout pour la population de Tuléa, où tout le monde va voir les 800 artistes en train de faire plein de choses, et puis ces messages vont être divulgués à toute la population de Tuléa. Voilà, c'est les carnavals qu'on fait dans la rue pour... alors ça, c'est nos géants, nos blocos, nos équipes de musiciens qui font le tour de la ville. Et puis, également, pareil que les sports, on fait énormément d'échanges interculturels avec nos jeunes artistes. Et on a déjà plusieurs fois sensibilisé des groupes qui sont allés, au-delà des tournées de sensations, ils sont allés à la Malagasy Gospel et s'est rendu visite en Espagne, en France, en Suisse, en Andorre, à La Réunion, en toutes occasions. Et la Bloco Malagasy a fait aussi ses preuves en Espagne, au Cambodge, en Thaïlande, au Brésil, en Afrique du Sud,
au Cambodge, à Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. On espère bientôt au Canada, ça va venir. Et alors, pour dire que voilà, ces échanges culturels, c'est très important. C'est très important parce que les jeunes qui sont dans des pays développés, quand ils voient un groupe des enfants des pays du Sud, l'échange est si riche pour nos enfants du Sud que pour les enfants qui sont dans des pays développés. C'est très riche. Et encore une fois, ces enfants, ils vont être les meilleurs ambassadeurs de ce qui se passe à l'étranger au retour à Madagascar. Voilà, ça c'est un échange qu'on voit ici, c'est en Espagne, il n'y a pas longtemps, ici c'est au Cambodge aussi, avec la Bloco Madagascar. Voilà, j'étais juste à l'air, hein, t'as vu, hein? On fait une équipe, hein? Voilà, alors, voilà, il y a beaucoup de choses autour de tout ça, mais en tout cas, c'était un petit aperçu de ce qu'on fait. Alors, je vais laisser mon coéquipier, je laisse. Alors, amener ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a tout, et en plus, j'ai amené beaucoup de Madagascar, je ne vais pas les ramener chez moi. Alors, soyez gentils, ramenez ça et lisez bien à la maison, c'est très intéressant. Ici aussi, il y a toutes les cartes de visite, où il y a mon adresse mail, si jamais vous voulez faire un petit échange courrier. Mais en tout cas, ça a été un vrai plaisir. Je remercie beaucoup les UCAM et puis Laurie, Teguen, Sandra, tout le monde, tous les profs. Voilà, merci beaucoup et voilà, je laisse la parole à ma copine Laurie. Merci. Voilà, merci. Alors je sors d'ici et je vais vous montrer une petite vidéo qui est très sympathique. Je vais fermer là pour avoir un peu de la couleur locale. Voilà, c'est parfait. Voilà, ça c'est notre école de musique, un jour de la semaine quelconque. L'art et la musique, c'est un droit fondamental. Nous, au sud de Madagascar, l'ONG Belavenir a compris ça depuis longtemps. Dans notre centre d'art et musique, on donne une école de la vie à des centaines de filles et de garçons des quartiers défavorisés de cette ville. On a des disciplines comme la peinture, la sculpture, le bloco, la batucada, la capoeira, les solfèges, enfin plein de disciplines musicales qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Vas-y! Voilà. Alors, 18 millions de personnes à Madagascar, la moitié a moins de 18 ans. Alors, imaginez-vous ces projets qu'il faut faire pour les adolescents. Et justement, il faut les amener avec beaucoup
beaucoup de professionnalisme. Alors, Thérèse Gori, merci encore une fois. Déjà, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Laurie Descarpentries, je suis doctorante en psychologie. Je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous pour présenter mon projet de doctorat qui est encadré par Claude Bélanger et Teguen Redé, qui sont ici à l'avant. Donc voilà, le projet, ça va s'appeler « Effets d'activité musicale et sportive sur le bien-être psychologique de jeunes à Madagascar ». On va voir un peu l'élaboration du projet de recherche partenariale qu'on essaye de faire avec Rosé et l'ONG Bella. D'abord, je vais commencer par quelques constats. Donc, à Madagascar, comme José Luis l'a dit, il y a un problème de scolarisation, il y a un problème de décrochage scolaire. Pour vous donner des chiffres, il y a 60% des enfants scolarisés en milieu urbain et 23% des enfants qui sont scolarisés en milieu rural. Au niveau du décrochage scolaire, on tourne autour de 65% de décrochage primaire. Et il va y avoir un enfant sur 3 qui va atteindre le niveau du secondaire 1, qu'on appellerait le secondaire 1 ici, au Québec. On sait aussi que la scolarisation et le décrochage, ça va influencer le niveau de pauvreté. Donc l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que, comme disait Rosé Luis, il y a parfois des enfants qui n'ont pas les moyens simplement d'aller à l'école, les parents n'ont pas les moyens de les mettre à l'école, et donc on est dans une espèce de boucle, d'un cercle vicieux qui on sait également, selon la littérature, que la scolarisation faible, le décrochage scolaire et la pauvreté sont des déterminants de troubles de santé mentale. Attention, je ne dis pas que parce qu'il y a un niveau de pauvreté élevé et parce qu'il y a de la scolarisation faible, il y aura nécessairement des troubles de santé mentale, mais ça peut en effet être des déterminants. Au vu de tous ces chiffres-là, il y a un constat qui est intéressant à faire, c'est que finalement il y a quand même peu de place qui est laissée à la santé mentale à Madagascar. Donc pour vous donner une idée, il y a, comme disait José Luis, 18 millions de personnes à Madagascar. Pour vous situer un peu, Tana, donc la capitale que vous voyez tout à l'heure sur la carte que José Luis vous a présentée, ça se situe à environ 920 km de Tuléar, donc la ville où est située Belavenir. Ça c'est en voiture, en avion on tourne autour quand même de 600 km environ, donc c'est pas tout près. Au niveau de la santé mentale, les infrastructures qui existent, il y a un hôpital psychiatrique à Tana, il y a un centre de santé mentale qui se situe aussi à 30 km de Tana, et puis il y a un seul programme universitaire pour former des psychologues à Madagascar et qui se situe aussi à Tana. Donc tout ça pour dire que dans le sud, là où se situe Belavenir, il n'y a rien du tout au niveau de la santé mentale et de l'encadrement. Donc, vous voyez, Madagascar, le Québec, c'est pas tout près, on se le dit. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Avec Teguen, on s'est rendu à Madagascar au mois de juin. Avant ça, Teguen avait eu l'idée de faire une analyse des rapports d'activité de Belavenir. Donc, tous les ans, Belavenir produit un rapport d'activité, puis nous, on s'est dit que ce serait intéressant d'analyser un petit peu ces rapports pour voir finalement qu'est-ce que c'est Belavenir avant qu'on se rende sur place, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur programme, c'est quoi leur projet. Donc, on a analysé un petit peu tout ça. Je ne vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui parce que ça pourrait prendre une autre conférence entière pour vous donner l'analyse de ces rapports-là. Mais il y a un article qui va sortir prochainement à ce sujet-là, donc gardez les yeux ouverts, ça va venir. Donc comme je disais, on est allé en juin 2018, donc juin dernier, rendre visite à Belavenir sur le terrain à Tuléar. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On a visité les programmes et les activités, on a eu la chance d'aller voir en fait tout ce que vous avez vu dans la vidéo. Là, nous on a eu le temps d'aller le voir en vrai, de passer du temps avec les jeunes, de rencontrer les intervenants, de passer du temps dans les répétitions, de les voir un peu performer. On a même assisté à la fête nationale où il y avait un grand défilé dans la rue de tous les artistes en fait, de Belavenir. C'était vraiment très très intéressant, on a été super bien accueillis, c'était très agréable. On a eu aussi l'occasion de rencontrer les acteurs de l'ONG et de discuter avec eux à travers d'entrevues semi-dirigées. Donc ça nous a permis finalement de mieux comprendre, d'avoir une meilleure compréhension de Belavenir, de son fonctionnement, qu'est-ce qui se passe exactement, et puis aussi de déterminer les priorités. Donc la priorité principale, comme disait tout à l'heure José Luis, c'est au niveau du suivi psychosocial, puis ça tombe bien parce que moi je fais un doctorat en psychologie, donc on était bien tombé. Voilà.
Je vous en dis un peu plus là-dessus. Donc, le suivi psychosocial, finalement, l'avenir, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils aimeraient ça avoir un suivi psychosocial de qualité, c'est-à-dire un suivi psychosocial de qualité. Pour le moment, ce qui se passe, c'est qu'ils font des suivis à domicile et à l'école des jeunes qui suivent les activités de loisirs. Mais pour augmenter le niveau de qualité, ils utilisent déjà un outil pour le moment qui voudrait renforcer et qui voudrait en fait appuyer sur des données empiriques. Pour pouvoir utiliser cet outil de manière performante, avoir un suivi de qualité, il faut du personnel qualifié et formé. Donc ce serait envisagé de former le personnel à utiliser l'outil et les concepts théoriques qui y sont reliés. Une des problématiques qu'on a soulevées quand on était là à Madagascar, c'est que finalement, à Tuléar, il y a très peu de personnel qualifié et formé. Une des raisons, c'est que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'université, de département de psychologie à l'université de Tuléar, il faut absolument aller à Tana. Donc ça veut dire que la plupart des gens quittent finalement Tuléar, s'expatrient à Tana, et puis ne reviennent pas à Tuléar pour travailler nécessairement, parce que les conditions de vie sont meilleures à Tana. Voilà. Donc si on revient sur les loisirs, donc vous avez vu que Bel-Avenir offre énormément de loisirs, énormément de possibilités. Je parlais d'éducation informelle, moi j'ai mis le nouveau loisir dessus, on va dire que ça veut dire la même chose. Donc le chant, la danse, le cirque, le sport, beaucoup de choses. Nous, ce qu'on a trouvé dans la littérature, c'est qu'il y a une influence des loisirs sur la scolarité, finalement. Donc, il y a une meilleure performance académique des jeunes quand ils pratiquent finalement un loisir. Ce qu'on a constaté aussi au début, si vous vous rappelez, c'est qu'il y a une influence de la scolarisation sur le niveau de pauvreté, qui sont des déterminants de troubles de santé mentale. Donc, finalement, le lien qu'on s'est dit, c'est indirectement, en travaillant à travers les loisirs sur la scolarisation et la pauvreté, on va travailler justement sur les déterminants de troubles de santé mentale. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il y a un lien direct entre les loisirs et la santé mentale? Et en fait, oui. Donc la littérature nous dit qu'il y a des liens directs entre la pratique de loisirs et le bien-être psychologique. La question de recherche à laquelle on est venu à travers tout ça, donc à travers les besoins de Bel-Avenir, à travers les connaissances actuelles scientifiques, quels sont les effets des activités de loisirs proposées par Bel-Avenir sur le bien-être psychologique des jeunes de Tuléar? Donc pour répondre à cette question, on a pensé à 3 moyens. Donc d'abord, une étude de cas. Donc une étude de cas qui sera finalement une étude qualitative qui va venir soutenir la deuxième étude, qui sera une étude quantitative des effets des activités de musique et de sport. Et ces 2 études-là, on va se baser dessus pour venir finalement renforcer l'intervention psychosociale qui est offerte à Bel-Avenir. Donc, plus en détail, l'étude de cas. Donc la question de base qu'on se pose pour cette recherche-là, ce sera comment les jeunes impliqués ou qui ont été impliqués dans les activités de Bel-Avenir perçoivent, décrivent, se représentent. Il va falloir que je choisisse mon terme. C'est ça le début des recherches, leur bien-être psychologique à travers leur parcours de vie. Donc l'objectif de cette recherche-là, c'est un peu de documenter le parcours et dresser un portrait psychosocial des jeunes de manière vraiment qualitative, de contribuer à l'élaboration d'un outil qui va évaluer leur bien-être. Comment on va le faire? Alors si tout va bien, je dis bien si tout va bien, ce sera en mai 2019. On va commencer à aller collecter des données sur 10 personnes à travers des entretiens semi-directs. Ensuite, on continue. Et on part sur l'étude donc plus quantitative, donc sur un nombre de personnes plus important. Et on va se demander là quels sont les effets d'activité de musique et de sport sur le bien-être psychologique des jeunes malgaches. L'objectif donc ce sera de mesurer l'évolution du bien-être psychologique des jeunes, de comparer les effets des activités sur le bien-être en fonction de 2 choses. Donc on va comparer les activités en fonction du groupe auquel appartient les jeunes. Donc soit ce sera la musique, soit ce sera le sport, et selon le fait que le groupe soit mixte ou non.
Donc tout à l'heure, quand vous avez vu les activités présentées par Bel Avenir, donc il y a la musique, le sport. Dans la musique, il y a plusieurs disciplines. Nous, on a décidé de s'intéresser aux blocos et à la fanfare. Les blocos, c'est un groupe exclusivement de filles. La fanfare, c'est un groupe mixte. Au niveau du sport, on va s'intéresser au basketball et au soccer. Et puis, là aussi, il y a un groupe mixte et un groupe uniquement de filles. Comment on va faire ça? Encore une fois, si tout va bien. Rentrée scolaire 2019, c'est là qu'on va commencer à collecter nos données. Donc, je disais sur environ 80 personnes, donc ça fera 20 jeunes par activité. Donc, comme je vous ai expliqué, 4 activités. Et éventuellement, à ça, on va venir ajouter un groupe contrôle. J'ai mis à déterminer si possible, parce qu'on va voir en fonction des conditions du terrain si ça va être applicable ou pas. Les outils qu'on va utiliser ne sont pas encore complètement déterminés. Je vous le dis, on est au tout début dans la construction de la recherche. Donc là, on s'interroge. On va sûrement utiliser des échelles de bien-être psychologique. Donc il y a un index qui a été fait ici à l'UQAM par le professeur Vallerand en psychologie, qui s'appelle l'index de bien-être psychologique et qui combine en fait différentes échelles qui mesurent le bien-être psychologique, donc, comme par exemple l'estime de soi, je ne sais plus quoi, mais je le fais là maintenant, mais plusieurs comme ça indicateurs qui vont être mesurés à travers ça. Il y avait un questionnement aussi sur le continuum de santé mentale, qui est un autre outil, mais peut-être que les deux vont finalement être combinés, on verra tout ça plus tard. Donc ça va être, je vous disais qu'on allait mesurer l'évolution. En fait, il va y avoir 4 temps de mesure. Donc c'est une étude qui va se faire sur environ 2 ans, 18 mois, on va voir. Donc il va y avoir un premier temps de mesure qui va se faire avant d'intégrer l'activité que propose Bel Avenir. Donc ça va être des jeunes qui n'ont jamais participé à aucune activité de Bel Avenir. On va faire une mesure avant d'intégrer l'activité. Et puis après 6 mois, 12 mois et 18 mois passés dans l'activité. Donc on pourra comme ça voir un petit peu leur évolution à travers leur passage dans les activités. Enfin, et là ça devient intéressant, on va pouvoir, sur base de ces 2 études-là, on espère, pouvoir construire un outil de suivi finalement. Donc comment on va faire pour bonifier l'accompagnement qui est déjà donné par Bel Avenir, donc comment bonifier l'accompagnement du suivi psychosocial des bénéficiaires de Bel Avenir. Donc c'est ça, le but ce sera de développer un outil de suivi et aussi de vérifier l'appropriation par les intervenants de Bel Avenir, l'équipe de Bel Avenir, donc les intervenants qui travaillent tous les jours avec les jeunes. On va essayer de vérifier que eux ont bien compris comment cet outil fonctionne et qu'ils puissent l'utiliser, puis qu'ils comprennent aussi tous les concepts qui sont reliés, les concepts théoriques qui sont reliés à cet outil. Comment on va le faire concrètement? Donc à la rentrée 2020 normalement, puis 6 mois après. La population avec laquelle on va travailler, donc, comme je disais, c'est les intervenants qui s'occupent des jeunes et leurs coordinateurs. L'outil de collecte de données, ça va être sous forme de 3 focus groups. Donc on va se rencontrer 3 fois normalement, ce sera un minimum. Donc une fois à la rentrée 2020, une fois 1 mois après et 6 mois après pour vérifier que tout fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est les 3 études. Les retombées qu'on espère voir de cette recherche, d'abord au niveau du suivi psychosocial, c'est évident, connaître les effets des activités de musique et de sport sur le bien-être, de pouvoir sortir de là un outil de suivi de qualité. Au niveau des ressources humaines, sensibiliser le personnel justement à la dimension psychosociale. Donc c'est pas encore très présent, comme disait tout à l'heure Rosé-Louise, c'est difficile pour eux de travailler là-dedans. De travailler sur le psychologique, sur le psychosocial. Comme on a vu, c'est pas quelque chose qui est très intégré à Madagascar, et dans la culture aussi, ça fait partie de tout ça, on n'en parle pas trop. On va évidemment aussi former, comme je disais, le personnel à l'utilisation d'outils et donc le sensibiliser au concept théorique. Au niveau de l'école de sport, du centre d'art et musique, je vous ai dit qu'on avait comparé les effets des activités. Donc, si on trouve des différences significatives entre l'impact des activités, on va se demander pourquoi. Et on va essayer de proposer des pistes de réflexion. On ne va pas juste dire, bon, il y a des différences, salut, débrouillez-vous avec ça. Non, on va essayer d'apporter quelque chose, de voir avec eux qu'est-ce qui est là derrière et qu'est-ce qu'on peut faire. Au niveau de la communication, ça va être
intéressant parce qu'on va publier bien sûr des articles scientifiques, il va y avoir d'autres communications comme ça, des conférences où on va informer les gens sur ce qu'on fait finalement, et il va y avoir des rencontres de rétroaction avec les partenaires, donc avec les partenaires sur place à Bel-Amir, on va pouvoir dire qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut envisager ça. Peut-être, au niveau de la coopération internationale, excusez-moi, on va peut-être pouvoir ressortir de là un modèle. On ne sait pas, mais en tout cas, ce serait peut-être une ambition. Au niveau scientifique, on va développer les connaissances sur l'impact des activités de musique et de sport, sur le bien-être psychologique des jeunes. Et on va aussi pouvoir donner une espèce de vue sur la pratique d'une étude de terrain, qu'on va dire, extrême, comparée à des terrains qu'on pourrait trouver ici au Québec, qui serait dans un contexte un peu plus simplement politique, plus stable, social, plus stable, avec moins de pauvreté, etc. Et justement des défis qui sont associés à ce genre de recherche. Parlant de défis, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, ouais, c'est bien beau ton histoire, mais c'est peut-être un peu quand même osé, compliqué, t'as vu le contexte à Madagascar, ça n'a pas l'air si simple. Ouais, on est d'accord avec ça. C'est sûr que ça ne va pas être si simple. Il y a plusieurs défis auxquels on a pensé. Certainement, ils ne sont pas tous là. Il va en avoir d'autres, puis il y aura des surprises. Le premier défi, c'est la distance géographique du terrain. Comme je vous ai montré au départ, c'est pas à côté de Madagascar. Donc, me rendre là à toutes les 3 semaines, ça ne va pas être faisable. Donc, il va falloir déléguer, il va falloir recruter sur place. Il va falloir être super efficace quand on aura l'occasion d'être sur le terrain. Il y a aussi les différences socioculturelles entre l'équipe de recherche, nous, et la population observée. Effectivement, on n'a pas les mêmes référents culturels. Il y a des choses avec lesquelles il va falloir travailler, il va falloir gagner la confiance des gens, ne pas juste dire « oui, nous, chercheurs canadiens, on vient, puis on prend les données, puis voilà ». Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il va falloir vraiment faire un partenariat avec les équipes de travail, aussi pour garder la motivation, l'implication des intervenants sur plusieurs années. C'est une étude qui va se faire sur du long terme, c'est pas juste on vient une fois, bam, il y a des résultats. Non, ça va se faire sur du long terme, ça va prendre du temps. Il va falloir garder un contact en allant régulièrement sur place, que ce soit moi, M. Bélanger ou M. Gadet, qu'on aille régulièrement sur place pour garder ce contact avec les équipes, leur montrer que les résultats qu'on va ressortir de là, c'est pas juste du vent comme ça, c'est pas juste de la recherche pour de la recherche, mais que ça va être concret, il va y avoir des résultats concrets et il y aura des bénéfices directement. Dernier défi auquel on pourrait penser aujourd'hui, évidemment, c'est la barrière de la langue. Donc, à Madagascar, on parle le français, mais on parle surtout le malgache. Ça va être quelque chose, donc il va falloir un peu apprendre les bases du malgache, ça c'est sûr, pour pouvoir comprendre. Ne serait-ce que, par exemple, dans l'étude de cas, quand on va faire les entrevues, certainement, on va avoir un interprète avec nous, on va avoir une personne qui sera formée à faire les entrevues directement en malgache, parce que certainement qu'il y a des gens qui seront beaucoup plus à l'aise de s'exprimer en malgache qu'en français. Et il faut leur donner la possibilité de le faire. Donc, ça c'est une des choses qu'on va mettre en place, donc cet interprète, mais nous-mêmes, ce serait intéressant qu'on puisse comprendre au moins le fond de la conversation, que si par exemple, la conversation part sur totalement autre chose, qu'on veut aller chercher dans notre entretien semi-directif, qu'on puisse rectifier et dire non, là je crois qu'on part dans autre chose, puis toujours garder une oreille attentive à ça. Voilà. Où est-ce qu'on sera dans un an? Eh bien dans un an, on sera là. On sera là à prendre les mesures avec les jeunes des Blocos, les jeunes du foot, les jeunes du basket, les jeunes de la fanfare. Puis je vous donne rendez-vous pour le reste de l'histoire parce que c'est pas fini, puis ça va être sympathique. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour les présentations. Alors maintenant, on peut ouvrir une période de questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions aux deux présentateurs? Merci pour la présentation. Une question un petit peu juste technique. Comment pouvez-vous assurer que, par exemple, l'échelle de Valorant ou de Case sur le bien-être psychologique, c'est culturellement adapté? Parce qu'on sait que, par exemple, l'échelle de Case sur le continuum de santé mentale, quand on l'utilise en Asie, ils ont des scores culturels vraiment différents parce que les populations asiatiques, pour eux, la manière de considérer le bien-être psychologique, elle est vraiment différente qu'une population occidentale comme nous. Oui.
Donc ce que je donnais là comme exemple, c'est peut-être, on va les utiliser, c'est pas encore vérifié. Donc là je suis vraiment au tout début de la recherche, je suis en train d'écrire mon projet de recherche avec toute la méthodologie exacte. Donc là c'est par exemple Valran, l'index qu'il a utilisé, ça a été validé dans le contexte de l'asile. Donc c'est en ça que je me suis dit, hey, là c'est intéressant. Après il y a des recherches qui ont été faites plus générales dans le monde justement sur le bien-être psychologique et qui montrent quels sont finalement les déterminants, les indicateurs qui sont plus intéressants dans telle culture. Donc on va se baser évidemment là-dessus pour vérifier que les indicateurs qui sont proposés par Valran sont cohérents ou pas. Et à ce moment-là, peut-être nous, on remodifiera cet index en ajoutant ou en enlevant certaines variables. D'autres questions? Je vais poser une peut-être. En termes de quand on voit les effets de sport ici, est-ce que ça va être un questionnaire qui va donner aux participants pour voir qu'est-ce qu'ils font exactement, la durée, l'intensité? Comment ça va être décrit ça? Est-ce que tu as plus de détails sur ça? Alors moi, je vais vraiment travailler au niveau du bien-être psychologique. Donc je vais voir l'impact de cette activité. Je ne vais pas travailler sur l'activité de sport en tant que telle. Là, c'est plus des recherches qui vont se faire du côté de Taïwan. Moi, je veux vraiment voir l'impact en fait sur le bien-être psychologique. L'activité de sport en tant que telle, je ne vais pas y toucher. En fait, je continue à répondre là-dessus. La discussion qu'il y a eu donc, avec les membres de l'ONG, c'est que lorsqu'on a fait l'analyse de besoins, ils nous ont émis tout un ensemble de besoins et nous, il a fallu qu'on les priorise. Le prioritaire était le suivi psychosocial. Laurie étant intéressée à travailler sur cette thématique-là, c'est là-dessus qu'on a commencé on a commencé le premier projet. Mais évidemment, en fait, ça devient aussi un terrain d'action pour vous, les étudiants, parce que si ça vous intéresse éventuellement d'aller sur le terrain concrètement, mettre des choses en place, qui peuvent éventuellement donner suite à vous en termes de formation, mais éventuellement en termes de projet, d'accompagnement, de formation, d'aide aussi à l'organisation, il y a des choses possibles avec ça. C'est pour ça aussi que cette conférence a été organisée, c'est pour vous montrer en fait qu'on est capable d'établir une discussion avec le partenariat, et en échangeant, en discutant, on est capable d'établir aussi leurs besoins. Nous, si on arrive, les chercheurs, puis qu'on dit, nous, c'est juste ça qui nous intéresse, ben, à la fin, on va avoir ce qu'on veut en termes de recherche, mais les partenaires ne vont pas être satisfaits. Donc, on a tout intérêt à aller parler avec eux, puis de dire, OK, c'est quoi vos priorités, c'est quoi qui vous intéresse en priorité, pour mieux comprendre, et par la suite monter le projet doucement. Mais c'est un projet, un partenariat, on était ce matin en train de signer le contrat d'entente, là. C'est un partenariat qui s'en va sur du long terme, donc c'est pas, une fois que le projet de Laurie est terminé, on s'arrête là, non. Il y a peut-être dans la salle des gens qui vont aller après à Madagascar, aller visiter José Luis et puis toute son équipe, puis qui allaient contribuer d'une autre manière à ce projet-là. Voilà. Et en passant, José Luis est là aussi pour échanger plein de contacts. Donc, si vous voulez lui proposer des choses, si vous avez des idées en tête de contacts, n'hésitez pas non plus, il est là pour ça. Voilà, parce qu'en fait, ma visite ici à Montréal, c'est d'abord cette collaboration avec l'UQAM et puis présenter ça, mais aussi justement de vous dire qu'on a besoin de vous. Alors souvent il y a un terrain d'entente, il y a une collaboration qui peut se faire. Alors je ne sais pas aujourd'hui laquelle, il suffit de regarder un peu, rentrer sur internet, envoyer un mail, et là il y a plein de choses qui vont pouvoir sortir. Quand j'ai vu Sandra il y a 3 ans à Madagascar, on ne savait pas du tout ce que ça pourrait donner, et aujourd'hui on est là en train de présenter un projet de partenariat entre l'université et Bel-Avenir. Ça veut dire, c'est infini les possibilités qu'on peut avoir, et c'est pas seulement s'intéresser un petit peu et essayer de trouver les terrains d'entente. Il y en a beaucoup, je vous assure qu'il y en a beaucoup. Alors, comme disait Tewen, j'espère qu'un jour, plein de monde qui sera là et d'autres possibles contacts que vous en avez pourront avoir un lien entre Madagascar et le Canada. Vous voyez aussi la difficulté de monter un projet qui est multidisciplinaire, ce qui est le cas ici. On parle de l'éducation, on parle de la psychologie et on parle éventuellement de la science de l'intervention. Et vous voyez que c'est ça, un projet multidisciplinaire, ça prend différents experts dans différents milieux qui vont aller aider et contribuer au réalisme. Donc l'éclairage que Laurie va faire va nous permettre de comprendre mieux l'organisation sur un certain nombre, mais éventuellement après il y aura d'autres priorités qui vont s'ajouter. Donc on sait que l'école de sport c'est une priorité qui s'en vient très vite là. Donc s'il y en a d'autres qui veulent commencer leur doctorat ou leur maîtrise, venez nous voir, là. On a des projets pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y. Moi,
C'est très intéressant. Je ne suis pas du tout du domaine psychologique ou quoi que ce soit. J'ai juste entendu parler d'un test qui a été fait par Jordi Cueva. Et est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez qui est pertinent? Non, pas que je connais, mais si tu veux m'en dire plus, je serais très contente de l'écouter. Je connais très peu, mais c'est un chercheur de l'université d'Harvard, par exemple, qui travaille sur le bonheur, sur la psychologie du bonheur, etc. Ouais. Et qui a développé des tests sur la qualité du sommeil, le niveau de stress, etc. Et c'était juste ça. C'est une très bonne suggestion. Je vais m'y intéresser parce que, comme je disais, je suis vraiment au début. Je ne sais pas vraiment quel test encore je vais utiliser, quel questionnaire, etc. Donc c'est une piste que je pourrais explorer. Si tu veux venir me voir après, me donner le nom, ça me fera plaisir d'explorer. Merci. Philippe? Je partage un peu la préoccupation de Paquito sur la validité internationale et interculturelle des tests qu'on a l'habitude de faire, disons au Canada ou en Amérique du Nord. Mais d'un autre côté, je me dis que l'étude, elle est faite aussi avec des entrevues qualitatives, un suivi avec des focus group, etc., qui, à mon avis, va permettre de comprendre ce qui, pour eux, est du bien-être psychologique. La limite de ça, et vous l'avez évoqué, c'est qu'il va falloir la confiance de la population. Parce que pour qu'ils disent les vraies choses, il va falloir qu'ils osent les dire, et donc être en confiance, et se dire, ok, ils ne sont pas en train d'interpréter ce que je dis là, ils m'écoutent réellement. Et la question de la distance par rapport à ça, c'est un défi, parce que ça veut dire que pour obtenir la confiance des gens, il faut être sur place, il faut des gens avec qui ils ont confiance, qu'ils voient régulièrement. Mais à mon avis, le côté qualitatif va apporter quelque chose d'intéressant par rapport au côté quantitatif. Les deux se complètent très bien là-dedans. Alors, moi, je voulais vous dire, c'est très intéressant. Alors, du côté confiance, moi, j'ai pas de problème parce que tous ces bénéficiaires sont nos bénéficiaires depuis des années. Alors, ils ont plein de confiance en nous. Le problème, c'est que moi, aujourd'hui, nous, Belavenir, n'a pas la technique ni la capacité de pouvoir sortir les informations qui sont nécessaires pour aller vers le bien-être de nos bénéficiaires. Alors, nous, on est sûr qu'on fait des choses bien, mais ce côté scientifique, on ne l'a pas. La confiance, on l'a. Seulement, il nous manque l'adaptation des bonnes techniques à appliquer sur place pour sortir les résultats. Peut-être qu'une solution, ce serait de former les gens en qui ils ont confiance à faire ces entrevues semi-dirigées, ou ces focus group. Ça pourrait être quelque chose. Après, il faut voir s'il n'y a pas un biais du fait que ce soit quelqu'un qui connaisse, un intervenant qui connaisse, qui fasse l'entrevue. Il y aura toujours un biais. C'est ça, il y aura toujours un biais, c'est sûr. Il y aura soit le biais que c'est des gens qui connaissent trop bien, soit le biais que c'est des gens qui ne connaissent pas et à qui ils essayent de faire plaisir. La question en recherche, ça sera plutôt de dire, la limite de la recherche, c'est qu'il y a un biais. Et pas passer à côté, c'est tout. Mais il y aura toujours un biais de toute façon. De même qu'il y aura un biais avec l'étude quantitative. Parce qu'il y a le problème culturel qu'évoquait Paquito. Ça fait partie des limites. Oui. Au niveau de la validation culturelle de certains questionnaires, ça fait 6 ans que l'UQAM, un partenaire avec l'Université catholique de Madagascar, on a en fait mis sur pied un département de psychologie là-bas, la première ressource en santé mentale du pays. Et il y a une douzaine d'étudiants qui font leur maîtrise là-bas, qui sont dirigés par des profs de l'UQAM, des anciens étudiants à moi. Et la plupart, dans leur mémoire de maîtrise, font des traductions, validations de questionnaires qui sont américains ou canadiens ou européens. Parce qu'il n'y a absolument rien en malgache. Il n'y a rien qui avait été validé, rien qui avait été traduit. Donc on en a plusieurs maintenant qui sont validés et traduits. Et peut-être que le BPE, le questionnaire de Valorant, pourrait faire l'objet d'une traduction par un étudiant malgache, parce qu'on discutait ce matin justement de la possibilité que certains étudiants de l'Université de Madagascar s'impliquent dans leur projet de mémoire en satellite, disons, de la thèse du doctorat de Laurie, pour valider des questionnaires comme ça ou d'autres projets avec des variables complémentaires. Mais il n'y a rien qui est fait là-bas, donc tout est à faire au niveau de questionnaires, de validation, etc. Mais on en a peut-être maintenant une vingtaine de questionnaires qu'on a traduits comme ça, et validés internalement. C'est bon. OK. Oui. J'ai une question par rapport à votre échantillonnage, puis au fait que vous prenez les gens qui sont intégrés déjà dans l'organisation. Au Mexique, il y a la même
initiative dans la ville qui est la plus criminalisée. Ils ont mis en place une école de musique où ça fait même venir des orchestres. Air France offre via leur fondation des instruments, etc. Mais ils se sont aperçus qu'ils attiraient qu'une certaine proportion des gens les plus pauvres à l'intérieur de ça. Donc moi je me demandais, pensez-vous que les jeunes qui ont intégré, qui ont été donc captés par la mission et donc attirés par ça, représentent globalement toute la population qu'on cherche à viser par les messages publics à l'intérieur de ça? Je ne sais pas si je suis claire dans ma question, mais est-ce qu'on n'a pas sorti finalement les meilleurs des... Donc si je comprends bien, les meilleures des personnes qui seraient vraiment défavorisées, c'est Ouais. ça? Ok. Ça c'est peut-être une question plus pour toi qui peut peut-être répondre si tu penses Pas que... rien compris, là. Les meilleures personnes. Mais, parce que dans les habitus culturels, même si on est d'une catégorie socio-professionnelle basse, ça reste que certains groupes ont par habitus, pour diverses raisons, ils sont plus attirés par les messages publics et donc vont faire plus attention à leurs enfants et donc, oui, être attirés par votre message. La question c'est, dans votre catégorie socio-professionnelle basse, et qu'il y a cette problématique, il y a aussi l'autre portion que vous n'avez pas réussi à capter, j'imagine. Vous n'avez pas 100% des enfants ou des jeunes qui ont une problématique. Vous avez peut-être capté 50%, 30%, je ne sais pas. Donc ma question c'est, est-ce que ce 30%, c'est le même que ce 70% qui n'a pas été capté, ou en fait, quand on les compare, il y a d'avance un biais d'habitus culturels, sachant que la sociologie du comportement et d'adhésion, elle est là-dedans très importante. C'est une très bonne question que je ne peux pas répondre. Parce que justement, je ne sais pas. Alors justement, on va voir avec la recherche. Je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question. Mais c'est très intéressant. Oui. Oui, effectivement, c'est une question intéressante. Peut-être que si on réussit à recruter un groupe contrôle valable, puis qu'on réussit à aller chercher un groupe contrôle dans l'autre 70%, puis qu'on le compare avec notre groupe expérimental au temps 1, avant de commencer le programme, on va voir s'il y a des différences significatives ou pas. S'il n'y en a pas, la question se pose. Mais même qualitatif sur l'attraction aux habitus, l'acculturation, l'intégration par leurs habitus culturels des habitudes de vie. Il y a tout un champ, moi je suis très pour le deuxième, donc je suis biaisée, mais ça reste qu'il y a un champ là-dedans. Voilà, le but de cette collaboration, justement, c'est de donner réponse à ces questions très intéressantes. Mais je dirais que cette question-là se pose pour toutes les recherches. En effet. Ceux qui viennent, quand on recrute avec des posters partout, ceux qui viennent, ben, c'est pas nécessairement représentatif de la population. Non, c'est pour ça que je pose des questions. Après, j'ai un petit truc quand même à dire par rapport à ça, je viens d'y penser, c'est pas nécessairement que eux viennent, mais c'est que parfois aussi tu vas les chercher. Tu vas dans les quartiers, puis il passe quand même beaucoup. On a passé beaucoup de temps avec lui dans les quartiers de Touléar à voir ce qui se passe. Puis c'est vrai que tu le dis souvent, moi je traîne souvent le soir, puis je regarde ce qui se passe, puis c'est pas nécessairement par le message que les jeunes sont captés qui est diffusé, mais juste on va aussi parfois les chercher en disant « Hey, t'es sûr que ça va bien? Est-ce que tu veux venir nous voir ?» Et je vous donne un exemple sur l'étude du Mexique, si jamais vous allez la voir. Oui, Ils certainement. ont montré qu'il y a des enfants qui voulaient venir, mais qui, comme les parents ont besoin qu'ils travaillent ou qui sont pour X, Y raison, ben finalement ils sont encore en train de ramasser les déchets parce que c'est la décharge du Mexique, bref, ils sont en train encore de ramasser, alors que leur envie, c'était d'intégrer l'école, mais il n'y a pas de place parce que l'argent est plus important que d'aller essayer de se réintégrer par autre chose. Oui, c'est un peu pareil partout. Nous, ce qu'on fait, c'est pas une réponse à ce que vous parlez, mais nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on bourse les enfants. Alors, tous les enfants qui font une activité comme ça, il faut qu'ils participent économiquement. Rien n'est gratuit. Alors, ils participent à hauteur de 200 riali par mois. 1 centime. 1 centime, peut-être. 5 centimes. C'est $1. 1 dollar, pardon. Non. 1000 riali par mois, c'est 15 fois moins qu'1 dollar. 2000 riali par dollar. Non, 200 riali, pardon. 200 riali par mois. Enfin, c'est vraiment. Mais on est persuadé et on est constaté qu'il y en a qui ne peuvent pas payer. Alors, ces gamins, il faut que les gamins convainquent les parents à venir nous voir pour dire j'ai pas 200 riali, j'ai pas les centimes pour payer. Alors, à ce moment-là, s'il y a
Et s'il y a une démarche de la part des bénéficiaires, nous, on bourse l'enfant. Donc, je ne sais pas si je réponds à ces questions, mais on essaie justement de donner réponse à plein de questions qui se posent pour un État qui est compliqué. Mais bon, peut-être que ce n'est pas la bonne réponse, mais en tout cas, on essaie de s'adapter à toutes les situations qui peuvent nous venir et nous apparaître. Ok, je vais arrêter là pour à cause de temps là. Merci pour votre présentation. Pour les étudiants, pour le tirage là, si vous voulez venir en avant ici, puis mettez votre nom, votre courriel et votre grade, bac ou maîtrise, ok, pour le tirage. Et je vous invite aussi, si vous voulez prendre un rendez-vous, à voir José-Louis ou Laurie. José-Louis repart le 18 ou le 19 ou le 20, il ne sait pas trop. Donc allez vite prendre un rendez-vous avec lui. Vous aurez pas besoin des cartes. Ici, il y a